Chers amis, bien le bonjour, bonjour Guy. Bonjour Claude. Alors, la semaine dernière, nous avons parlé d'un chocolatier, Jean-Philippe Dorcy, parce que vous avez bien compris, chers amis, que j'étais avec Guy en Belgique, et oui, je suis allé en Belgique voir Guy, et plein de belles choses et très bonnes choses. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans une très belle région de la Belgique qui s'appelle le pays de Herve. Vous voyez, c'est très vallonné et moi, ça me fait penser un petit peu au Pays Basque. C'est très doux, c'est très joli, c'est très agréable. Et dans cette belle région, on fabrique un fromage qui est vraiment très bon, qui est le fromage de Herve. Et avec Guy, qui va nous parler de cette région beaucoup mieux que je ne le ferai moi-même, nous allons aller dans la fromagerie du Vieux Moulin où nous avons rencontré Madeleine Hansen, qui est une fabricante de ce merveilleux fromage de Herve. Guy, si tu veux bien. Eh bien oui, nous avons passé également, je dirais, des moments assez intenses et assez merveilleux. Pourquoi? Parce que nous avons rencontré, au départ, c'était la dernière, je dirais, laitière fabricante du fromage de Herve au lait cru, parce qu'on fabrique bien entendu du fromage de Herve ailleurs dans le pays de Herve. Mais Madeleine était, je dirais, jusqu'il y a quelques semaines ou quelques mois peut-être, la dernière à fabriquer du fromage de Herve au lait cru, ce qui était au départ, je vais dire avant l'industrialisation, la seule manière de fabriquer le fromage de Herve depuis des Oui, siècles. Hein, oui, c'était de le faire au lait cru. oui. Et ici, apparemment, bon, ben, il y aurait quelqu'un d'autre, mais je n'ai pas encore trop cherché à savoir qui c'était, qui refabrique également du fromage de herbe au lait cru. Quoi qu'il en soit, celui de Madeleine est certainement le meilleur. En tout Hmm. cas, c'est comme ça qu'il m'avait été présenté il y a déjà plus de 20 ans, et c'est mon avis, jusqu'à ce que je goûte éventuellement l'autre, mais nous allons Oui, considérer que Madeleine est la seule et l'unique. Alors Madeleine, c'est véritablement un personnage, hein, il faut quand même dire les choses oui, comme elles sont. disons-le. C'est une personnalité, je vais même dire autrement. Oui, Et voilà, alors personnalité, oui, elle nous écoute certainement parce qu'elle elle oui, va avoir le lien de l'émission, donc elle va nous écouter. absolument. Euh, c'est véritablement un personnage. Elle a, je dirais, à la fois un franc-parler, elle a une très très forte, je dirais, autorité à la fois, je dirais, dans sa manière de fabriquer les choses et de dire les choses. Et c'est vraiment quelqu'un qui est intéressant à découvrir. Alors, elle se trouve dans un petit village qui s'appelle Bâtisse, qui est au sud de la ville de Herve. Baptiste qui était également connu pour la fabrication de ses fromages de Herve, parce que le fromage de Herve ne se fabrique pas qu'à Herve, il peut se fabriquer, je dirais, dans toute la région. Et je vais vous parler un petit peu de cette fameuse région du pays de Herve. Alors, le pays de Herve, c'est une petite région, en tout cas, hein, puisque sa superficie n'est que de, je mets des guillemets, 450 kilomètres carrés. C'est un peu la Normandie de la Belgique. Alors, si on se réfère à la taille de la Normandie est à peine plus petite que la Belgique dans son ensemble, et le pays de Herve, lui, n'est qu'une toute petite portion de la Belgique. Le pays de Herve se situe en province de Liège, se situe donc dans une des deux grandes provinces que sont la province de Liège et la province de Luxembourg. C'est une région qui est très rurale, c'est un plateau de moyenne altitude pour la Belgique. Nous avons, disons, des bas plateaux qui sont au centre du pays, le Hainaut, le Brabant et la SB. Et puis, de l'autre côté de la Meuse, à l'est de la Meuse, nous avons des plateaux de moyenne altitude que sont le Condro et qu'est donc le pays de Herve. Alors, pour vous donner un petit peu une idée de l'altitude, disons que ça varie en gros entre 200 et 335 mètres, hein, d'altitude pour la ville de Herve proprement dite. Alors, si vous devez vous imaginer à quoi ressemble le pays de Herve, vous prenez, je dirais, la feuille d'un arbre dans lequel il y aurait deux grandes nervures au centre qui forment des lignes de crête et tout le reste, c'est un paysage vallonné. Vous avez la représentation derrière Claude là sur Sur l'écran. l'écran où il se trouve. C'est véritablement un paysage de bocage. Un paysage de bocage qui est fait de prairies, qui est fait de très très peu de champs, hein, c'est quasiment toute de la prairie. Dans la partie ouest, vous avez énormément de vergers avec les arbres en fleurs au moment du printemps, c'est très joli. Il y a d'ailleurs une route qui passe par les plus beaux vergers, par les plus beaux paysages fleuris. Et puis vous avez la partie est qui est plus bocagère au niveau des haies, ce sont des haies d'aubépine, mais qui comprend un petit peu moins d'arbres fruitiers. Mais on peut aimer les deux coins. En tout cas, que ce soit à l'est ou à l'ouest,
il y a des vaches qui paissent, des prairies qui sont toujours bien vertes, toujours bien arrosées. Je pense que même quand il y a eu des périodes de canicule, l'herbe n'a pas vraiment jauni dans le pays de Herve, hein. Hum. Et les vaches qui sont là en train de paître donnent un lait merveilleux qui permet de fabriquer non pas seulement le fromage de Herve, mais encore au moins une dizaine d'autres fromages qui Oui, sont issus de la région. Pourquoi? oui, Parce que la région de Herve est une région qui est extrêmement riche en produits, disons, de l'industrie agroalimentaire. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans la région? On trouve évidemment les fromages, je viens de dire à peu près une dizaine, hein. Aussi bien des fromages à pâte molle croûte lavée comme le Herve et comme ses frères que sont le Remoudou et le trou de sauté par exemple. On va également trouver des fromages à pâte molle croûte fleurie comme le fromage de l'abbaye de Val-Dieu, le Bouquet des Moines. On va également trouver cette version-là en fromage bleu, hein, qui est également un fromage à pâte molle bleue et croûte fleurie à l'extérieur. On va trouver évidemment des variantes du fromage de Herve, à savoir le remoudou, qui est un fromage plus piquant, plus puissant. Et on va trouver également des fromages à pâte demi-dure, non cuite, un peu type fromage d'abbaye. On va trouver également le Herve blanc, qui est un fromage de Herve non encore affiné et qui se vend dans les fromageries de la région. Euh, Aussi, on peut le trouver donc, on peut le trouver là-bas. Il y a bien entendu le fromage frais qu'on appelle la maquée. Il y a du fromage frais à base de lait, du fromage frais à base de lait battu. Et il y a également du beurre doux, du beurre demi-sel, du beurre salé. Donc tous les produits, je dirais, laitiers se rencontrent dans la région de Herve. Il y a également une importante industrie charcutière à base de porc. Ce sont les entreprises de Thie qui sont véritablement, je dirais entre guillemets, une usine dans laquelle les cochons entrent. C'est un petit peu comme dans Tintin en Amérique, hein. Les cochons entrent d'un côté, ils ressortent sous forme de jambon, de pâté, de saucisson, de boudin de l'autre côté. Hein, mais c'est vrai, j'ai visité d'entreprise, c'est véritablement une très belle industrie, mais qui garde, ou en tout cas qui a envie de garder, je dirais, une qualité artisanale de ses produits, même si d'un point de oui. vue quantité, nous ne sommes pas dans de l'artisanat. Alors, c'est toujours la grosse difficulté, mais quand est-ce qu'on est dans l'artisanat, quand est-ce qu'on est dans l'industrie? Bon, je dirais que ça dépend aussi un petit peu du caractère qu'on donne aux produits. Au niveau des volumes, c'est énorme. Maintenant, au niveau de la qualité des produits, on les trouve en grande surface à peu près partout. Je dirais que les produits ont conservé certaines formes d'authenticité, mais je n'en dirai pas plus, chacun jugera. Il y a également des cidreries. Alors, il y a des cidreries, il y en a deux grandes, tout simplement parce qu'il y avait des pommes, il y avait des poires, et que ben, au siècle dernier, quand je dis au siècle dernier, c'est non seulement au XXe, mais également au XIXe 19e, siècle, oui. Oui. on a, disons, jugé utile de fabriquer des boissons à base de ces fameuses pommes. Et surtout, il y a ce qu'on appelle le sirop de liège. Alors, le sirop de Oui. liège, c'est une préparation qui est réalisée. Là, nous n'avons pas visité d'entreprise, mais si vous revenez en Belgique, Claude, et je pense que ce sera le cas ultérieurement, nous essaierons d'en visiter une, parce qu'il y en a qui sont, je dirais, plutôt industrielles et d'autres qui sont plutôt artisanales. C'est une préparation à base de pommes de poire, quand elle est tout à fait artisanale, qui ont compoté, qui ont cuit pendant des heures, des heures, des heures. Quand je dis des heures, c'est pas 2, 3 heures, hein. Mm. C'est plutôt même plusieurs jours, Ouais. jusqu'à devenir une espèce de mélasse brune, Ouais. plus ou moins acidulée. Et alors, la caractéristique de cette mélasse brune qu'on appelle le sirop de liège, c'est de pouvoir se garder indéfiniment. Il n'y a pas de date de péremption en principe, même si maintenant les industriels en ajoutent une. Le sirop de liège fait partie des produits, comme le sucre, comme le miel, comme le sel, qui peuvent se garder éternellement pendant des années sans changer, sans Mm. moisir, sans, Mhm. je dirais, sans s'altérer. Et alors, cette mélasse, ce sirop de liège, est à base, enfin, comment dirais-je, est à la base de plusieurs préparations. On peut, par exemple, en faire ce qu'on appelle du stron de pouille. Alors, je ne vais pas vous traduire, ou alors je peux vous le traduire parce que c'est du wallon. Ça veut dire de l'étron de poule. Alors, comment Oui. fait-on? Hein? On mélange du fromage blanc frais, à peu près en part égale avec ce fameux sirop de liège, et on le mélange de manière à ce que le mélange soit un peu imparfait. Et on prend un fromage blanc qui ressemble un peu à du cottage cheese, donc du fromage qui n'est pas tout à fait homogène, hein. De sorte qu'on a du blanc et qu'on a du brun et qu'on a du brun fort, du brun mélangé avec du blanc, du beige, et bon voilà. Autant vous dire que ça ressemble éventuellement à quelque chose de moins ragoûtant qu'on appellera des fientes de poule. Alors
une mixture que les enfants mettaient sur leur tartine quand ils revenaient de l'école pour le goûter. Voilà, c'est extrêmement populaire. Mais ce sirop de liège est également le merveilleux accompagnement du fameux fromage de Herve. Le fromage de Herve, qui est un fromage dont je vais vous donner quelques caractéristiques. L'odeur est relativement puissante, mais le goût est très doux en bouche, Oui, surtout c'est quand très on a doux, affaire à un effectivement. fromage artisanal comme celui Oui, de Madeleine. oui. Et le fromage de Herve et le sirop de liège sont deux accords, je dirais, qui vont vraiment bien ensemble, hein. Mm. Le côté un peu plus sucré, tout en étant légèrement acidulé du sirop de liège et le fromage de Herve sont vraiment, je dirais, frères et sœurs. Alors, il y a également de la bière dans la région. Il y a une brasserie que nous aurions pu visiter, mais on ne savait pas tout faire le même jour, qui a une bonne douzaine de variétés, voire même davantage de bières avec des parfums, je dirais, tout à fait variés. Il faut même un alcool, un distillat à base de mou de bière qui est génial, qui est parfumé. Ça ressemble un peu à un alcool blanc, comme les eaux de vie de bière qu'on va trouver en Alsace, mais là, ils le font, m'ont-ils expliqué un jour lors d'une visite, à base, non pas de mou qui aurait raté, qui aurait échoué, mais bien à base de véritables mous de bière et qui ne sont pas des bières qui posent des problèmes. Il y a également un moulin artisanal qui produit, disons, à grande échelle des farines et des aliments pour les volailles. Et il y a les fameuses volailles, je dirais, de la ferme de l'abbaye de Val-Dieu, qu'on n'élève pas que là-bas. On en élève, je dirais, un peu partout en Wallonie, mais uniquement avec, disons, des couvaisons qui sont fournies par eux et avec une alimentation qui doit être entièrement, je dirais, fournie par le moulin en question. Et ce sont des aliments qui se veulent tout à fait naturels et dépourvus de toute une série de produits qu'on rencontre quelquefois dans l'élevage des volailles, avec un cahier des charges qui fait que ces volailles-là ne sont pas des volailles qu'on va nourrir le plus vite possible, engraisser le plus vite possible. Ce sont des volailles qui sont élevées plus longtemps que la norme Mm. habituelle, de manière à Oui, fournir des poulets de chair qui soient, je dirais, bien dodus, avec une chair qui est une chair ferme, qui est une véritable chair de volaille et non pas une chair de volaille nourrie à la farine de poisson. Donc d'accord. c'est vraiment une région extrêmement riche au Oui, point de vue de l'agroalimentaire. Alors, très c'est une agréable. région qui est très touristique, vous vous en doutez, Oui, mais néanmoins, tout en ayant énormément d'atouts, elle n'est pas pour autant envahie par les touristes. oui, Alors, dernier point avant de laisser Madeleine s'exprimer, c'est que la partie ouest du pays de Herve jouxtait la Meuse et se trouvait dans ce qu'on appelle le sillon Aisne, Sambre et Meuse et se trouvait sur le bassin minier, de sorte qu'il y a un site qui est au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est un des 4 sites miniers belges qui est donc à l'UNESCO et qui est Bligny Mine. Alors Bligny Mine, je l'ai visité, c'est une ancienne mine de charbon, hein, donc du charbon de terre, de la houille, hein, qu'on peut visiter et on peut encore descendre, bon, pas très profondément, hein. On descend dans 2 galeries, une à 30 mètres et l'autre à 60 mètres de profondeur, bien que la mine à l'origine descendait aux environs de 900 mètres, mais on descend encore avec l'ascenseur qui était emprunté par les mineurs, hein. Et on a une d'accord. petite idée de ce que ça représente, je dirais, la descente et surtout la remontée avec cet ascenseur ultra rapide qui, pour autant, va bien moins vite que quand les mineurs l'empruntaient. Donc Mm. voilà tout ce qu'il y a à faire et à voir dans le pays de Herve et ce n'est qu'une ébauche de tout ce qui peut s'y faire. Voilà. Et Donc, nous allons puis, maintenant laisser Madeleine parler de toute façon. oui, juste avant que Madeleine s'exprime avec nos questions, je crois qu'il y avait une actualité à nous donner ou tu Alors, donneras. une petite actualité. Alors, bien sûr, c'est un problème qu'on rencontre de plus en plus et je le disais, Claude, je vais carrément consacrer un épisode à tout ce qui est Oui, dérangeant, je dirais, dans la relation client et restaurateur. Et il y en aura pour tout le monde, il y en aura aussi bien pour le restaurateur et son personnel que pour les clients. On assiste de plus en plus euh, à ces personnes qui réservent dans des restaurants puis qui ne se présentent pas. Et c'est vraiment un phénomène de société contre lequel les restaurateurs sont un peu impuissants. Et alors, ils mettent en place toute une série de moyens, de de mesures, mesure, oui. à savoir que, bon, ce sont souvent de grandes tablées, des tablées de 8-10 personnes. Alors, le vendredi ou le samedi soir, hein, des amis ont envie d'aller au restaurant. Et puis, la technique, c'est qu'ils réservent dans 5, 6, 7, 8, 9, parfois 10 restaurants, d'après ce qu'on raconte, chaque fois une table de 10. Et puis, bon, on prend l'apéro chez l'un des
je dirais, des convives. Et puis on décide comme ça, au moment de l'apéro, tiens, finalement, nous irons manger chez qui? Ah ben, j'ai réservé à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit. Et puis finalement, la majorité décide, ben, nous irons à tel endroit. Donc, ils vont dans un des restaurants dans lesquels ils ont réservé. Et puis, bien entendu, on ne prévient pas les autres restaurants. Déjà comme ça, c'est douteux de dire on va réserver à 6, 7, 8, 10 places différentes et on est n'aller que dans un seul, parce qu'au départ, quand même une intention négative, hein, malgré tout. Mm. Alors, on ne se rend pas compte, c'est que dans certains cas, ben, le restaurateur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il bloque une grande table, il fait une mise en place, il installe la table pour 8-10 personnes, Il et perd des puis il ne voit clients. personne arriver. Alors, quand on essaie maintenant, on doit de plus en plus souvent donner son numéro de téléphone, hein. Je dirais que quasiment toutes les dernières réservations que je fais dans un restaurant, on vous demande le numéro de téléphone pour pouvoir vous téléphoner. Alors on essaye, je dirais, de téléphoner hein, un quart d'heure, 20 minutes après l'heure où on s'était annoncé. Bien entendu, on ne répond pas puisqu'on est parti ailleurs. Et puis le restaurateur attend. Et puis finalement, il ne voit personne arriver. Et Donc, voilà, si tu veux bien, comme tu l'as dit, on fera un épisode oui, oui, on fera un épisode comme ça, mais uniquement c'est un sur le phénomène, sujet. disons, Oui, qui est c'était bien de le dire, de plus en plus fréquent, voilà. de pousser un coup de gueule. On va laisser la parole à Madeleine Ansen en remerciant beaucoup, Madeleine, on vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis dans votre fromagerie et avec Guy, et on vous laisse avec nos amis qui nous écoutent. Chère Madeleine, c'est à vous. Madeleine Ansen, bonjour chère madame, merci de nous recevoir dans votre fromagerie du Vieux Moulin où vous fabriquez un fromage un peu extraordinaire, dites-nous. C'est-à-dire qu'on fait un fromage de hervolé cru, hein, et avec les techniques actuelles et avec un produit, une recette d'avant. Pour parler un petit peu de l'histoire du fromage de Herve, finalement, c'est un fromage qui a quand même quelques siècles d'existence. Tout à fait. Parce qu'il remonte aux environs de Charles Quint, d'après ce On qu'on est dit, d'accord, hein, et on qu'on est parlait d'accord. Oui, oui. de champs qui ont été transformés. Et puis finalement, il n'avait pas beaucoup évolué dans le temps. Quand on regarde bien les choses, il était resté à peu près comme on le fabriquait à cette époque-là, je suppose. Quand j'ai repris le commerce des parents, on a repensé le métier. Avant, mes parents travaillaient avec des planches à fromage et nous, on a repensé le métier pour arriver à produire un fromage de qualité et d'une façon physiquement raisonnable. Nous dirons que la recette n'a pas changé, mais les moyens ont changé en fait. Oui, le matériel utilisé a changé. Et on a travaillé avec les planches en bois jusqu'à quelle époque à peu près? On peut toujours travailler On peut avec encore, légalement, il n'y a pas de Il problème. n'y a pas de problème. Ce qu'il faut, c'est être particulièrement vigilant pour la propreté et les Voilà. microbes, etc. Voilà. Est-ce que le goût est différent entre l'affinage sur des planches en bois et comme vous le faites maintenant? Le lait a changé. Le lait a c'est évolué. intéressant. La propreté du lait a changé. Avant, les laits que mes parents produisaient, eh bien, n'avaient pas la même rigueur et la même propreté. À la ferme, ça a changé. Tous les laits sont blancs, mais tous les laits ne sont pas fromageables. Mais nous, on a besoin d'un bon lait. Et après, on pourrait travailler sur planche, mais Voilà, il vaut mieux travailler disons, avec des moyens techniques actuels oui. quand même. Est-ce que on ne va plus troquer l'ordinateur contre la vieille machine à écrire? J'imagine que vous avez, vous, quand vous étiez enfant, avec vos parents, goûté, mangé de ce fromage. Oui. Aujourd'hui, celui que vous faites, vous trouvez une différence de goût, de saveur? C'est le lait, c'est le lait, C'est le lait, c'est le lait, c'est le lait. C'est la propreté, l'hygiène et le matériel qu'on utilise est beaucoup plus facilement nettoyable, donc on est beaucoup moins haut en bactériaux et on a un fromage de meilleure qualité. Est-ce que l'herbe d'ici, du pays de Herve, a une typicité C'est-à-dire que c'est grâce au sol, c'est grâce à nos roches, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on a naturellement le rouge sur le fromage de Herve? Tout démarre de l'eau. L'eau est filtrée par la terre et puis est filtrée par les pierres et puis elle ressort par les sources. Et puis l'eau fait pousser l'herbe. Oui. Les vaches vont manger l'herbe. Et puis je vais avoir du lait et je vais retrouver des bactéries dans ce lait qui vont m'apporter le rouge. Ah oui. Et c'est grâce à l'eau qui a fait pousser l'herbe, et les vaches ont mangé l'herbe, et l'alimentation est produite à 80% sur la ferme, et alors on va faire
que on va retrouver des levures du rouge dans le lait. Par contre, vous avez séparé, je dirais, l'élevage, la fabrication du fromage. C'est un parent à vous qui s'occupe de l'élevage? Non, plutôt, non. Ici, dans une journée, il y avait 4 heures. C'est ça. Il y a 8 heures pour dormir, 8 heures pour travailler et 8 heures pour faire ce qu'on veut. Pour s'amuser. Pour faire ce qu'on veut. Maintenant, voilà, ça se limite à ça. Oui. Sur 8 heures, on sait faire une chose. Mais je ne sais pas tout faire. Hein. Non, bien sûr. Mais c'est quelqu'un de votre Ouais. famille, je pense, qui produit. Non, c'est le voisin. C'est le voisin, hein, c'est le voisin d'à côté. Vous travaillez avec un producteur de lait? Non, plusieurs on travaille avec 2 ou 3 producteurs de lait en fonction de la saison. Le producteur bio est un producteur différent. Le Philippe, c'est mon voisin, c'est avec qui on travaille depuis plus longtemps. Et voilà. Et des fois, il y a un 3e qui vient se mettre dans la bataille parce que quand j'ai pas assez de lait chez Philippe, je vais chercher chez un 3e. Est-ce que vous pourriez, en quelques grandes étapes, nous dire les étapes de la fabrication d'un fromage d'œuf? Parce que nos auditeurs, ils nous écoutent aussi bien aux États-Unis qu'en France, qu'en Italie. C'est-à-dire que le premier travail du matin, ça va être de réchauffer le lait. Et on va passer, et on va chercher du lait à 3 degrés et on va le chauffer à 32 degrés. Hein, et puis on va maturer le lait pour stabiliser les bactéries. Hein, la maturation sert à stabiliser tout. Hein, et puis après, on va emprésurer le lait. La présure va faire coaguler. Et ça va passer de l'état liquide à l'état solide. Et puis, on va couper le caillé. Et quand on coupe le caillé, parce que on doit enlever le petit lait. Donc, le caillé descend, le petit lait remonte. Et alors, on repompe le petit lait. Pour faire un fromage, il faut 1,8 litre de lait et on a 80% de petit lait. Donc, on enlève le petit lait et puis on va mouler les fromages. La maturation, vous pouvez revenir? La maturation, ça sert à stabiliser les bactéries. Mais comment vous faites? En faisant descendre le pH. L'acidité. L'acidité. Ouais. C'est tout. Il Est-ce faut que juste du temps. un genre de sélection des bonnes bactéries ou Oui, c'est-à-dire que c'est des bactéries qu'on choisit, qu'on met dans le lait. Voilà. Hein, et alors, ça remplit la zone. C'est ça. Et alors, rien ne se développe, ni le bon ni le mauvais. Que vous parliez aussi d'empêcher l'apparition du bleu. Le bleu est une moisissure qui est préjudiciable. Ah oui, mais ça, c'est évidemment. après. Ça, c'est après, évidemment. Ça, c'est après, Donc, on va y parce que arriver. dans les caves d'affinage, eh bien, à 12 degrés, tout se développe. Hein, donc, comme la première semaine, eh bien, le rouge n'apparaît pas, eh bien, le poète bleu va aller plus vite. Donc, on lave les fromages pour éviter les poètes bleus. C'est ça. Et puis, on continue à laver les fromages on écrase cette petite bactérie et on la pousse plus loin et elle regrandit. Alors donc, on va faire cette opération pendant combien de temps en fait? 3 semaines. 3 semaines. Oui, un minimum de 3 semaines. Et puis alors, on va laisser le fromage s'affiner tout seul. Et, puis on va les emballer et vous continuez l'affinage dans les papiers. Madame Hansen, tout à l'heure, vous nous parliez, vous sépariez le petit lait de l'eau. Vous voulez nous expliquer ça un petit peu? Pardon, je me trompe. Oui, c'est-à-dire que quand on fait du fromage, on a 80% de petit lait. Le petit lait, c'est la matière maigre du fromage. Et maintenant, le petit lait, on le recycle. On le recycle comment? On va d'abord le concentrer. Donc, sur 100 litres de petit lait, je refais 35 litres d'eau. Cette eau retourne dans la citerne d'eau de pluie et puis elle va servir à refroidir les turbines à glace, refroidir les pasteurisateurs et elle finit dans les chasses de WC et nettoyer les sols. Hein? Et après, le concentrat, eh bien, on va le maturer avec des probiotiques lactiques et ça va manger le lactose, une partie du lactose, et alors on en fait une boisson saine pour les intestins, pour l'entretien du microbiote intestinal et protéger l'immunité, stimuler l'immunité. Très bien. Vous êtes les seuls à faire ça? Oui, il n'en a pas beaucoup qui le font. Oh. Il n'en a pas beaucoup qui le font, mais moi ça m'interpelle parce que dans le lait cru, tout est bon, jusqu'au bout. Et c'est pour ça que j'ai voulu aller jusqu'au bout. Ben, c'est génial. Et alors, vous aviez vu quelque part ou bien vous avez eu l'idée, enfin vous êtes renseigné, comment ça s'est passé? C'était au départ une longue histoire parce que ma tante qui travaillait avec ma maman,
eh bien, elle a fait le premier film il y a 12 ans d'ici, et elle m'a dit, je veux bien faire le film à partir du moment où tu m'apportes du petit lait toutes les semaines. C'est la dame qu'on voyait dans le film en noir et blanc qui trayait la vache. Oui. C'est ça. Et alors, je lui ai dit, ok, ça va. Mais je dis, pourquoi est-ce que tu veux boire du petit lait? Parce que le petit lait m'a permis d'être en bonne santé pendant toute ma vie, qu'elle dit. Elle avait 90 ans. Hein? Et je lui ai apporté du petit lait toutes les semaines. Et puis un jour, j'ai mis le petit lait au laboratoire pour voir ce qu'il y avait dedans. Hein? Et puis, au laboratoire, on m'a dit, enfin, quelqu'un qui se tracasse du petit lait. Hein? Et je dis, ben oui, pourquoi pas. Hein? Et puis, il y avait beaucoup d'eau. Je dis, ben, il faudra enlever l'eau. Ben, gros point d'interrogation, enlever l'eau. Oui, gros point d'interrogation. Mais, et puis, on a trouvé un système, une osmose inversée. Par osmose, voilà. Oui. Et alors, on a concentré le petit lait et on a refait de l'eau. Et quand j'ai vu couler l'eau, j'ai dit, ah non, ça, il faut aller plus loin. Et on a été plus loin. Et alors après, on a maturé avec des probiotiques lactiques et on a une boisson saine pour les intestins. Et c'est une boisson qu'on trouve facilement dans le commerce ou non, bien non? Non, que ici. Que ici, voilà. Oui, oui, parce que c'est compliqué, parce que le petit lait au départ ne pouvait pas être vendu. Et puis la sécurité alimentaire a changé. Et maintenant, on peut le travailler, on peut le commercialiser, donc on peut faire autre chose avec. Magnifique. Et ça, c'est très intéressant. Moi, je trouve que c'est très intéressant parce que, quelque part, la boucle est bouclée en refaisant de l'eau. Du début à la fin, on retourne aux origines. Exactement. Voilà. Tout ce qu'on n'a pas fait sur le chemin de l'eau. D'après le site qui est le vôtre, j'ai vu qu'il y avait énormément de produits différents. Qu'est-ce que vous fabriquez autre que le fromage de Herve? Non, il n'a que le fromage de Herve qui va dans les circuits longs. Et à côté de ça, on fait un peu des yaourts, un peu des crèmes, un peu des fromages, des brie, mais on n'est équipé que pour les circuits courts. Et on ne sait pas rentrer dans les circuits longs, parce qu'on ne sait pas tout faire. Vous faites encore des fromages, je dirais, de type gouda, pâte demi-dure. Non cuite, On fait une pâte demi-dure, oui. Que vous parfumez, j'ai vu, avec des herbes. Des herbes, oui. C'est pour faire des goûts différents, c'est pour faire des raclettes, des goûts différents avec du lait d'ici. Et puis, nous sommes passés tout à l'heure devant la fromagerie qui se trouve à Herve, et qui, là, commercialise tous les produits que vous produisez. Tous les produits que nous, on fait, et c'est elle qui fait toute la vente directe de la fromagerie. Plus du beurre, plus du fromage blanc, plus oui, tous les petits produits qui peuvent rentrer dans les circuits courts. Alors, vous êtes la dernière à fabriquer du fromage de Herve au lait cru. Plus maintenant. Plus maintenant, j'en ai vu un autre. Oui, c'est ça. Exactement, j'en ai vu un autre. Yann-François Somja, qui fabrique aussi du fromage de Herve, mais elle fait plus une briquette. C'est ça. Alors finalement, il y a aussi des formats différents dans le fromage de Herve. Il y en a qui sont en cube, il y en a qui sont en petites briques. En général, je parle. En général, il y a deux modèles. Oui. Il y a deux modèles. Il y a le cube et le parallélépipède. Et on reste dans ces deux modèles-là. Tout à fait. Alors finalement, le fromage de Herve, il se décline aussi dans des préparations culinaires, parce que je vais aller manger ce soir chez Tchanché et Nanès, et il en a fait une entrée qu'on peut prendre aussi bien en plat de fromage après le plat principal. Le fromage de Herve se cuisine très très bien, mais il faut l'utiliser parcimonie, parce qu'il a énormément de goût. Nous avions gagné à l'école où je travaillais un concours en utilisant fromage de Herve et viande de bœuf et sirop de liège pour faire la sauce, et en incluant le fromage de Herve avec la viande de bœuf. Et ça donne un bon résultat, de même que du pain perdu avec du Herve et de la poire caramélisée. De même que, vous connaissez sans doute la recette, le potage au Herve et à la banane. On ne sent pas la banane, mais le Herve passe très bien là-dedans. Il est adouci par la banane. Il y a plein de recettes. Il y a plein de recettes, il y a beaucoup de choses. Le fromage peut se cuisiner facilement. Alors une question à laquelle on va vous demander une réponse, bien que nous l'ayons entendu dans le film qu'on vient de voir. Beaucoup de gens ont peur de manger du fromage de Herve parce qu'on dit que c'est un fromage qui sent. Mais c'est normal. Mais c'est normal. Mais il sent plus que beaucoup d'autres fromages, on est d'accord? Oui, on est d'accord. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc dites-nous, qu'est-ce qu'on fait pour faire aimer aux gens ce fromage-là parce qu'il est bon? C'est-à-dire que les personnes, quand on veut cuisiner du fromage de Herve pour ne pas que ça sorte de trop dans toute la maison, eh bien, on enlève la croûte. Ou on utilise peu de croûte. Et à ce moment-là, eh bien, ça va sentir nettement moins fort. L'odeur est sur la croûte.
Parce qu'en fait, j'avais goûté votre fromage il y a bien 20-25 ans, même plus, par l'intermédiaire de Jacques Cange. Oui. Et qui m'a dit, bon, je disais, bon, pour une dégustation de fromage, pour un club auquel j'exposais justement le fromage, en général, et je dis, bon, j'aimerais bien prendre un herf, mais je voudrais un herf de qualité, parce que bon, il y a tout les herfs qu'on veut, évidemment. Oui. Et il me dit, ah, mais le fromage, la ferme du Vieux Moulin, vous verrez, vous ne le regretterez pas. Et c'est vrai, ce qui est paradoxal, finalement, c'est qu'on a un goût qui est puissant, mais on a un crémé, on a une douceur en bouche extraordinaire. Comme les bons maroilles, d'ailleurs. Hein. C'est notre collègue. Hein. Oui, c'est votre collègue, mais on a vraiment la même sensation. Bon, je connais certains maroilles, celle du verger Pilote, je me suis dit, mais c'est de la crème ce qu'on mange, et le herf du Vieux Moulin, c'est la même chose, c'est de la crème qu'on mange, c'est doux, c'est agréable. Tout à fait. C'est quand on reconnaît un beau fromage dans le vieillissement. Combien de temps peut-on le garder, le fromage de herf, quand on l'achète? Plusieurs semaines. Et quelles sont les bonnes conditions de garde du fromage? Maintenant, moi je dis qu'il faut laisser les produits au frigo parce que les maisons sont trop chaudes. C'est ça. Hein, et les frigos ont raison d'être. Maintenant, un fromage va évoluer beaucoup plus doucement au frigo, mais ce n'est pas pour ça qu'il n'évolue pas. Hein? À 4 degrés, il continue d'évoluer. Ah oui, oui, mais le frigo vaut souvent plus haut que 4 degrés, si tu me suis. Oui, c'est vrai. Il faut quand même le sortir 1 heure ou 2 avant oui, de le déguster. Pour se plaisir, oui, pour se faire plaisir. Mais ce qui est mauvais, c'est rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir. Les aliments n'aiment pas du tout ça, quel qu'il soit. Absolument. Je voudrais revenir sur le circuit long dont vous nous parliez. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, circuit long? Un circuit long, c'est quand il y a 3 transports. Ça veut dire que moi, je vais distribuer mes fromages chez le grossiste. Le grossiste va le distribuer dans le magasin va le distribuer chez les gens. Là, on est dans les circuits longs. Hein? Un circuit court, pour moi, c'est moi qui le fais, c'est moi qui le vends. Oui. Et voilà. Vous faites de la vente directe ici ou bien uniquement à la fromagerie? C'est à la fromagerie et sur les marchés publics. C'est ça. Ma fille est sur les marchés et ma nièce est à la fromagerie. Est-ce que le fromage de Herve s'exporte à l'étranger? Oui. Je l'ai vu chez Harrods à Londres. Oui. Ça, je l'ai vu là-bas. Oui. Il s'exporte. On a un réseau par Anvers chez Frédéric Van Tricht qui fait de l'exportation loin. On a déjà mis des fromages à Dubaï, comme on a mis des fromages en Allemagne, comme on a mis des fromages en Angleterre. On met des fromages un peu partout, mais c'est souvent dans des bonnes maisons. Oui. Je trouve qu'il y a vraiment une culture et un renouveau du fromage en Belgique, parce que maintenant, quand on voit les nouveautés qui existent, et des nouveautés de qualité quelquefois, bon, on a quand même un fromage bleu qui était le meilleur bleu du monde il n'y a pas si longtemps que ça. Tout à fait. Hein, donc je me dis que la France était le pays du fromage, mais que la Belgique maintenant rattrape fameusement son retard depuis une trentaine d'années quand même, non? La Belgique est beaucoup plus petite que la France et la Belgique n'a pas le terroir de la France. Donc on ne sera jamais, on ne peut pas comparer les deux. Hein? Et en Belgique, il y a beaucoup trop de choses qui font la même chose. Des fromages type d'Abbaye. Ça, oui, c'est courant. Il y en a beaucoup trop. Hein? Oui, il y en a beaucoup. Oui. Voilà, et ils ont tous plus ou moins le même goût. Hein? En plus. Voilà. Alors moi, est-ce que... oui. Non. Maintenant, il y a moyen de faire quelque chose. Il n'y a rien à faire. Pour moi, les brilles, on ne saurait jamais faire un brie de mots. C'est ça. Maintenant, pour moi, c'est le meilleur des brilles. À l'époque où j'étais en hôtellerie et qu'on étudiait le fromage, c'est vrai qu'on avait toujours le regard pointé sur la France, un peu sur l'Italie, hein, bon, malgré tout. Oui. Hein, et on n'avait pas de chèvre en Belgique, on n'avait pas de bleu en Belgique. Je vous parle d'il y a un temps que les moins de 20 ans ne savent pas connaître. Oui, tout à mais fait. maintenant, on les trouve. Hein, il y a la fromagerie d'Ozo à Isier, il y en a d'autres, il n'y a pas que là. Oui, et il y a des bleus. On a un petit patrimoine fromager qui est bien. Qui est bien. Mais on n'arrivera jamais à concurrencer la France. Hein. Le pays n'est pas le même, on est d'accord. On ne saurait pas, on n'a pas le terroir. Et finalement, le fromage de Herve, pour boire, qu'est-ce qu'on va boire avec ça? Bon, maintenant, on va le mettre avec de la bière. Avant, on l'aurait mis avec du vin blanc. Maintenant, on le met avec de la bière. Et de préférence, une bière d'ici. Alors, moi, je travaille souvent avec grain d'orge. Oui, que je connais. Hein, et je trouve que c'est une bière qui peut avancer respectablement. Mais ils en ont beaucoup chez Grain d'Orge, ils en font bien une dizaine, une douzaine. Ouais, laquelle vous conseillez alors? Plus, mais il y en a 3 ou 4 chez Grain d'Orge qui sont souvent... Maintenant, si vous voulez du plus sucré, vous allez, et une bière plus douce, vous allez vers la bière à la pomme. C'est ça, la pomme. Oui, et puis, vous allez vers la Brice. C'est ça, oui. La Brice, c'est la blonde de chez Grain d'Orge. Alors, vous disiez que vous n'étiez plus la seule à fabriquer du fromage de Herve au lait cru. Maintenant, il y a du Herve qui est au lait pasteurisé.
Ben Est-ce oui, que la relève chez vous est assurée? on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Oui, parce que bon, ce serait malheureux que chaque fois qu'il ne reste plus qu'un seul producteur de... Ah, mais je n'ai pas dit le contraire. Moi, je sais dit, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on Bien a. sûr. Il y a 35 ans que j'ai mené ma barque là-dedans, j'ai eu bien beau de travailler, et maintenant, je dois laisser place au suivant. Hein. C'est ça, voilà. Mais ça va continuer. Je souhaite que ça continue. Je souhaite que ça continue. Alors, j'ai cru comprendre que vous aviez une sorte de devise que l'on a entendue. Il faut donner du temps au temps. Il faut respecter le temps, il faut laisser le temps au temps. Ça, c'est certain. Ça. La maturation, hein, eh bien, ça prend un certain temps. L'emprésurage, ça prend un certain temps. Et quand on laisse tout ça comme il faut, eh bien, on a un bon produit fini. Maintenant, voilà. Et alors, vous vous êtes diversifié. Je vois que vous vendez également de la crème glacée. C'est ma fille. C'est ma votre fille fille. qui Mais vend. c'est réalisé, disons, ici aussi. Oui, oui, c'est tout à fait. réalisé chez nous. Finalement, vous êtes dans un environnement qui est idyllique quand on voit les prés, quand on voit les vergers, quand on voit la petite rivière, quand on voit les lacs. Est-ce que finalement, ça ne participerait pas à une espèce de bonheur de vivre qui fait que le fromage ne serait pas mauvais par rapport à un fromage qui est fait en usine, qui est fait... Quand j'ai commencé à faire du fromage, c'est parce que j'ai refusé de travailler en ville et j'ai refusé de fonctionner, je vais dire, de fonctionner, pas comme tout le monde, mais je voulais vivre ici et habiter ici et travailler ici. Parce que, eh ben, il y fait beaucoup plus agréable. Évidemment. L'eau qui coule et les chants des oiseaux, eh bien moi, c'est tout l'or du monde. Hein. Parce que nous étions passés tout à l'heure en ville et je montrais à Claude les anciennes maisons herviennes où il y avait le gros escalier avec la cave à côté, où, dit-on, on affinait les fromages. Évidemment, il n'y a plus qu'un fromage qui passe par la ville de Herve. Il reste, je dirais, maintenant confiné à des circuits extrêmement mesurés, extrêmement protégés. On ne saurait jamais refaire ce qu'on faisait avant. Parce que physiquement parlant, c'était dur. Et deux, parce qu'on doit travailler pour du confort de vie. On doit faire ce que l'on aime pour faire autre chose après. Et on ne vit pas que pour travailler. On travaille pour vivre et on ne vit pas pour travailler. Et nos parents ont vécu beaucoup plus dans le travail parce qu'ils n'avaient pas beaucoup le choix. Et, voilà. Et est-ce que les normes actuelles, sans dire du mal de personne, mais est-ce que les normes actuelles qui sont imposées ne sont pas non plus aussi de très très grosses contraintes finalement dans le travail? Je pense aux normes que l'AFSCA peut avoir. On choisit dans la cour qu'on veut aller. Oui. C'est tout des bacs à sable. Moi, je dis toujours, on choisit son bac à sable. Celui qui veut faire tout petit peut faire tout petit. Il veut travailler avec des planches, il veut faire tout petit, il sait le faire. La sécurité alimentaire tolère beaucoup de choses. Maintenant, vous choisissez où vous voulez aller. Et plus vous montez, et plus la sécurité alimentaire a des exigences. Est-ce que les normes sont différentes quand on prend un fromage au lait thermisé ou, je dirais, stérilisé, ou quand on travaille avec du lait cru? Est-ce qu'on demande un cahier de charges différent? Non, c'est ça ma prouvez question. que vous faites du bon et on vous laissera travailler. Oui, mais je veux dire, au niveau des normes, des quantités de bactéries tolérées, est-ce qu'il y a une différence selon qu'on fait un circuit ou qu'on fait l'autre? Ça dépend du bac à sable. Ça dépend de ce que vous choisissez. Oui, mais la loi, qu'est-ce qu'elle dit dans ce cas-là? Mais c'est des cadres, c'est des cadres. C'est des cadres. Et alors, il y a le secteur 1, c'est-à-dire le premier secteur où on ne vend qu'aux produits chez soi et on ne fait pas de vente grossiste et on ne vend que chez soi. C'est des circuits très courts. Et puis, moi, je vais vers un circuit un peu plus long. Et l'industrie laitière pastorise et va encore vers des circuits plus compliqués. Voilà. Et à ce moment-là, il y a des cadres et vous ne sortez pas de votre cadre, c'est bon. Il y a des normes par case. Oui, c'est ça. C'est ça, voilà. En gros. Oui, donc elles sont différentes. Elles sont différentes et vous choisissez où vous voulez aller. Si vous dites, je veux faire le secteur 1, mais je vais distribuer là, eh bien non, ça ne va pas aller. C'est quoi l'écologie pour vous aujourd'hui? Ah, l'écologie, c'est le respect de la nature et le respect des gens. Voilà. Hein, et ne pas polluer et vivre, pas en autarcie, mais économiquement parlant, et très respectueux de la nature. Est-ce que vous trouvez que dans les mouvements écologistes aujourd'hui, c'est ce qui est
C'est ce qui est avancé, ou vous dites, les gars, peut-être vous faites un peu, ça va peut-être pas bien, revenez à ce que vous venez de dire, le respect de la nature, le respect des gens. Ouais, le respect de la nature, le respect des gens et le respect des process. Hein, faire du bio-industriel, ça n'a pas raison d'être. Oui, ça n'a pas de sens en fait. Et ça n'a pas de sens. Maintenant, c'est les écolos, les bio-bobos que je les appelle. Hein, et ben, c'est peut-être eux qui font beaucoup d'écologie, mais qui sont le moins bien placés. Oui, oui, parce qu'on a vu votre installation où vous êtes équipé pour équilibrer les choses. C'est-à-dire que quand on a fait le bâtiment, on a pensé à une façon écologique. Et on a fait un bâtiment qui était enterré. Hein, donc c'est un bâtiment qui est très bien isolé, on profite bien de l'humidité, on a facile de travailler. C'est un bâtiment qui est confortable, qui ne consomme pas beaucoup d'énergie. On a une station d'épuration qui épure beaucoup d'eau. On a un système de process qui fait qu'on a un système qui ne consomme pas beaucoup d'énergie fossile. Maintenant, on va mettre des panneaux photovoltaïques, donc on sera aussi indépendante des énergies électriques. Ben, c'est des choix. Mais ce sont des choix qui sont pensés parce qu'en fait, on va nous imposer ça à un moment donné. Hein. Ce sera une évidence. On dira maintenant, vous devez produire votre énergie ou la majorité de votre énergie et vous devez épurer vos eaux, etc. Donc, et puis moi, je dirais à celui qui... qu'est-ce que vous faites, vous? Et qu'est-ce que vous faites, vous? Voilà. Moi, je sais ce que je fais. Mais vous faites quoi? Oui, tout à fait. On demandera à tout le monde de faire un effort, c'est sûr. Voilà. Maintenant, moi, le problème que j'ai souvent, c'est que, oui, moi, je fais, mais il y a beaucoup de gens qui ne font rien, hein, qui attendent que ça vienne tout seul. Voilà. Eh bien, je crois que nous allons vous remercier pour l'interview que vous nous avez donnée et que nous ferons le nécessaire pour le mettre assez rapidement à disposition de nos auditeurs. En tout cas, encore un grand merci, Madame Hansen. Merci, Madame Hansen.